Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire maconta.fr, webinaire qui aujourd'hui va traiter des locations meublées, plus couramment appelées les LMNP. Et surtout, on a décidé d'évoquer ce sujet par rapport aux changements qui arrivent sur 2026 avec les lois de finances, etc., les différentes modifications qui ont été apportées. Il nous a paru important avec l'équipe Maconta d'essayer de clarifier ça pour nos clients et vous présenter comment Maconta vous permet de gérer votre location meublée directement sur le logiciel. Aujourd'hui, encore une fois, c'est Sylvain Badina qui va nous faire la présentation. N'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet questions et non pas l'onglet conversation en haut de votre écran. Ça nous permet de déjà partager les questions à tout le monde et que tout le monde ait accès à la réponse et que la réponse soit bien attachée à la question, ce qui est toujours plus simple pour la compréhension de chacun. À la fin de la présentation, vous allez avoir un questionnaire de satisfaction qui va apparaître à votre écran. Du coup, on vous demande de ne pas quitter trop rapidement le webinaire. C'est important pour nous que vous preniez 1 ou 2 minutes pour y répondre, pour qu'on puisse s'améliorer, voir comment traiter le sujet un petit peu différemment si vous aviez d'autres attentes et comment améliorer ou peut-être approfondir les sujets évoqués. Moi, j'ai terminé. Je ne vais pas prendre plus de temps sur ta présentation, Sylvain. Je te laisse la main. Et je vous souhaite à tous un excellent webinaire et on se retrouve à la fin pour évoquer quelques questions avec Sylvain en direct. Merci Quentin, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Sylvain Bellina, je suis effectivement directeur produit chez maconta.fr et j'ai le plaisir de vous faire cette présentation sur les loueurs meublés et les modifications qui sont déjà en vigueur. Quand on a préparé le webinaire, on voulait faire les modifications et vous montrer comment on traitait un loueur meublé dans notre logiciel. On le savait un petit peu, mais on l'a vérifié quand on a préparé le webinaire. Le sujet est dense, donc on va le faire en 2 étapes. Donc là, on est sur la première étape avec les modifications et les règles qui s'appliquent aux loueurs meublés. Et on vous proposera, pour ceux qui sont intéressés, un deuxième webinaire. On vous mettra le lien d'inscription à la fin pour la partie pratique dans notre logiciel. Je vais tout de suite vous partager mon écran et attaquer la présentation sous la forme d'un PowerPoint. Hop. Le plan du webinaire, donc on sera faire un petit rappel sur les différents types de locations meublées, un focus sur la fiscalité des locations meublées et les évolutions pour les revenus 2025 qui sont donc à déclarer en 2026. Donc c'est bien ce que je vous disais, c'est déjà en vigueur. C'est votre déclaration 2026 qui va prendre en compte les nouveautés. Un focus sur les plus-values et un focus sur la facturation électronique. La location meublée, c'est un sujet qui est hyper vaste et qui est régi par beaucoup de sources de droit. Donc nous, on va se concentrer sur la partie compta et fiscalité, mais on parlera un tout petit peu de social. Il y a du droit civil aussi. Et c'est un domaine qui évolue assez vite, donc il faut se tenir informé régulièrement quand on se lance dans cette activité pour vérifier qu'on est toujours dans le respect des lois qui peuvent exister. Dans les modifications de 2025, plutôt de fin 2024, il y a eu pas mal de modifications qui ont été faites qui touchent plus la partie civile, qu'on n'aborde pas dans ce webinaire, avec des pouvoirs étendus pour les maires pour gérer l'endroit où on peut faire de la location type Airbnb dans leur commune, des pouvoirs pour les copropriétés pour autoriser ou ne plus autoriser, des obligations administratives d'inscription. Donc voilà, il y a pas mal de nouvelles contraintes qui ont été mises pour essayer de réguler l'activité de type Airbnb. Mais la location meublée, c'est plus large que le seul Airbnb. Voilà. Et donc, je vais vous rappeler qu'effectivement, on a différents types de locations. La première que j'ai listée, la location longue durée d'un logement à usage d'habitation. Donc là, on va être sur un appartement ou une maison classique, voire une résidence étudiante ou une résidence senior ou type EHPAD. Et pour cette location avec d'un appartement classique, donc un studio qu'on pourrait louer par exemple à un étudiant tout au long de l'année, on a une liste du mobilier qui est fixée par décret
Quentin va vous mettre dans la conversation le petit lien pour le voir, que vous devez respecter pour pouvoir louer votre logement. On a d'autres types de locations courte durée, type Airbnb ou gîte, où là, on n'a plus de liste de mobilier fixée par décret, mais on parle du mobilier nécessaire pour occuper le logement. Effectivement, quand on part en vacances, il faut que le logement soit suffisamment meublé pour qu'on puisse y arriver et passer sa semaine de vacances sans emmener tout son mobilier. Ces logements, et ça, c'est un impact en fiscalité, c'est pour ça que je l'évoque, vous pouvez les classer, et donc ça, c'est une procédure de classement auprès de la mairie, ou ne pas les classer, et on verra qu'il y a un impact en termes de fiscalité. Et on a listé un troisième type de location où on parle de chambre d'hôte, et en fait, là, on rentre dans ce qu'on appelle le para-hôtelier, parce que quand on a une activité qui se rapproche de l'hôtelier, et pour être para-hôtelier, il faut au moins rendre 3 services sur 4 qui sont parmi ceux que j'ai listés. On est pareil, plus tout à fait dans la même fiscalité que quand on est dans la location courte durée. Donc les 3 services sur 4 que vous devez rendre pour une chambre d'hôte et qui vous fait basculer dans le statut para-hôtelier, c'est l'accueil, la fourniture du petit déjeuner, la fourniture du linge de lit et son nettoyage régulier, et le ménage de manière régulière si jamais le séjour se prolonge, pas juste à l'entrée et à la sortie. Et faut faire attention avec ce côté para-hôtelier, on a des impacts au niveau de la TVA, même si dans la majorité des cas, les para-hôteliers n'optent pas pour la TVA, sauf si on est sur un achat de logement neuf. Parce que là, l'intérêt, c'est de récupérer la TVA lors de l'achat. Dans tous les cas, on a une obligation d'inscription au répertoire national des entreprises, obligation qui se fait maintenant via le guichet unique de l'INPI, et normalement, vous devez avoir un numéro sirène qui vous identifie en tant que professionnel, en tant que loueur meublé, certains sont non professionnels, mais en tant que personne réalisant de la location meublée. Une règle générale aussi, quelle que soit l'activité, c'est pas spécifique aux locations meublées, vous devez avoir un compte bancaire dédié si vos recettes dépassent 10 000 € par an. Moi, j'aurais même tendance à vous dire que je vous conseille d'avoir un compte bancaire dédié. Si jamais vous avez des questions d'administration fiscale, vous pouvez sortir ce relevé de compte sans sortir vos autres revenus à côté. Et ça facilite la tenue de votre comptabilité aussi, puisque toutes les opérations passent par ce compte bancaire-là, et il y a moins de retraitements à faire pour faire votre comptabilité. Différents statuts fiscaux aussi, puisqu'on a parlé des différents modes de location. On en a listé 3 principaux avec des conséquences fiscales et sociales différentes. On parle du LMNP, loueur meublé non professionnel. On est loueur meublé non professionnel quand on a des recettes qui sont inférieures à 23 000 € dans l'année, ou que ces recettes liées à l'activité de location meublée sont inférieures à nos autres revenus d'activité professionnelle. Et ça, on regarde au niveau du foyer fiscal. Et donc, les revenus d'activité professionnelle, ben, on va trouver dedans les salaires, les bénéfices industriels et commerciaux ou les BNC, les bénéfices agricoles pour les personnes qui auraient une activité individuelle à côté. Et on parle de loueur meublé professionnel, LMP, si les recettes sont supérieures à 23 000 € et ces recettes sont aussi supérieures aux autres revenus d'activité professionnelle. Donc les deux conditions sont bien cumulatives. Ce qui veut dire que si j'ai dans mon exemple 30 000 € de recettes, mais que j'ai à côté 40 000 € de salaire, j'ai pas le côté cumulatif et donc je reste en statut de loueur meublé non professionnel. Et on a, comme je vous l'ai cité avant, le para-hôtelier, donc qui caractérise les chambres d'hôtes, mais pas que. On pourrait avoir un studio Airbnb dans lequel on chercherait à rendre ses services. Dès qu'on a rempli 3 sur 4, on relève du para-hôtelier, qui a des règles fiscales proches, mais quelques particularités. Je vous ai cité un petit peu la TVA, mais aussi quelques particularités en termes de plus-value. Petit focus qui vous concerne ou pas, mais point de vigilance, si vous envisagez votre activité meublée dans le cadre d'une SCI, donc une société civile immobilière,
le fait de faire une location meublée dans une SCI entraîne automatiquement et irrévocablement l'assujettissement de la SCI à l'impôt sur les sociétés. C'est quelque chose qui peut être soulevé par donc quand on dit automatiquement et irrévocablement, c'est pas les impôts qui vont vous alerter sur cette situation en vous disant attention, vous faites de la location meublée, vous nous déposez pas la bonne déclaration. C'est les impôts qui vont vous alerter sur cette situation et ils vont pas vous alerter, ils vont éventuellement vous redresser au moment de la vente parce qu'ils se sont rendus compte au moment de la vente que vous étiez en meublé au travers d'une SCI. Et la taxation de la plus-value est complètement différente à l'impôt sur les sociétés qu'en loueur meublé non professionnel. Et c'est à ce moment-là que vous avez un risque important de redressement. Donc attention à ce sujet-là. SCI et location meublée, souvent, ça fait pas bien au ménage, ou en tout cas, il faut le savoir. L'imposition des résultats. On a deux grands régimes possibles. Le régime micro-EBIC, donc là on est sur un régime forfaitaire sur lequel on va être imposé sur les recettes annuelles après application d'un abattement. Je vous détaillerai les abattements tout de suite après. Donc on est sur une déduction forfaitaire des charges que vous avez exposées, une déduction qui est un pourcentage de vos recettes. Et on a par opposition le régime réel, où là, on est sur l'imposition du résultat, donc les produits réels, les recettes réelles moins les charges que vous avez exposées. Et on peut, dans ce cadre du régime réel, et c'est souvent l'intérêt, déduire l'amortissement du bien. Je vous ferai tout un topo sur l'amortissement du bien. On est en micro-B, IC, si on respecte certains seuils de recettes que je vais vous donner après, puisqu'ils dépendent de la nature de l'activité. Et on est en régime réel si on dépasse ces seuils. On peut aussi opter pour le régime réel si on est inférieur au seuil. On ne peut pas faire l'inverse. C'est-à-dire que si vous dépassez les seuils, vous ne pouvez pas choisir de vous mettre en régime micro-BIC. Les seuils, les voilà, donc ils sont différents en fonction de la nature de votre activité. Une location longue durée, donc un studio pour un appartement, on a un plafond de recettes de 77 700 € et un abattement de 50%. Et comme vous le voyez, on n'a pas de changement entre 2024 et 2025. Pour les meublés classés, donc le classement auprès de la mairie, comme je vous l'ai indiqué, et les chambres d'hôtes, on a un plafond de recettes qui a été fortement baissé, puisqu'il est passé de 188 000 à 77 000 € entre 2024 et 2025. Et on a un abattement qui a fortement baissé aussi, puisqu'on est passé de 71% à 50% entre 2024 et 2025. Pour les meublés non classés, on a un plafond de recettes qui est passé de 77 000 à 15 000 €. Donc là, quand on fait du Airbnb, 15 000 €, ça peut aller assez vite. Et on a un abattement qui est passé de 50 à 30%. Donc on se rend compte, par exemple, si on prend quelqu'un qui fait du meublé non classé, qui aurait 20 000 € de recettes, et ben maintenant, en 2025, il est obligatoirement au régime réel, sans pouvoir rester dans le régime micro-BIC, et donc il va avoir des obligations nouvelles, dont je vous parlerai après, outre le fait qu'il a eu un taux d'abattement qui est passé de 50 à 30%. Donc si je reste avec le même loyer, mais que j'avais fait classer mon logement, je peux rester en régime micro-BIC, mais mon abattement il est plus de 71%, il est de 50%. Et avec une tranche marginale d'impôt de 30%. Donc la tranche marginale d'impôt, c'est, quand vous regardez le barème de l'impôt sur le revenu, c'est la tranche dans laquelle vous payez vos impôts sur le revenu complémentaire qui est généré. Donc avec une tranche marginale d'impôt de 30%, grosso modo 30 000 € de revenus par personne et 60 000 pour un couple. Après, on a les enfants qui viennent un petit peu dedans, mais c'est l'ordre de grandeur, c'est ça. Et ben, le passage de l'abattement de 71 à 50%, ça fait une hausse de 70% des impôts. Si vous étiez à 5 000 € d'impôts l'année dernière sur votre location meublée avec votre tranche marginale d'impôt, vous êtes à 8 500 € d'impôts cette année. À affiner, hein, je vous donne des grandes valeurs, mais l'ordre de grandeur, c'est ça. Et c'est 60% d'augmentation d'impôts, le passage de 50 à 30% d'abattement, sachant que cet abattement a un deuxième impact, c'est qu'il impacte aussi la base imposable aux prélèvements sociaux. Donc on a les 30% de taux marginal d'impôt dans mon exemple, mais on n'oublie pas qu'on a aussi 17,2 de prélèvements sociaux qui incluent la fameuse CSG, CRDS et autres. La comptabilité et les déclarations des locations meublées.
En micro-BIC, c'est plus simple. Vous devez tenir un livre des recettes sur lequel vous allez récapituler tous vos encaissements et un registre des achats. Même si les achats sont déduits de manière forfaitaire, vous devez tenir ce registre des achats. Et de ce livre de recettes, vous allez tirer un total des recettes encaissées dans l'année que vous allez reporter dans un cadre spécifique de votre déclaration de revenus. La déclaration que vous faites, où vous avez déjà tous vos autres revenus, hein, que ce soit des pensions de retraite, que ce soit des salaires, la déclaration qu'on appelle la numéro 2042. Donc voilà, on a juste des petites cases à activer dans la déclaration d'impôt et à mettre le montant total de ces recettes. L'administration fiscale applique l'abattement dont vous pouvez bénéficier et calcule vos impôts et les prélèvements sociaux sur ces bases-là. Le régime réel, il est un petit peu plus compliqué. On a une tenue d'une comptabilité type comptabilité commerciale, donc comme une entreprise, c'est logique, hein, puisqu'en fait, quand on est en régime réel, on relève des BIC, et donc ben, ça impose la tenue d'une comptabilité. C'est l'obligation de produire un fichier des écritures comptables, qu'on appelle donc, on abrège le FEC en cas de contrôle. C'est la nécessité de faire une déclaration de résultats qui, elle, porte le numéro 2031 et qui comporte un certain nombre d'annexes, en général 2033 et suivantes, puisqu'on est plutôt sur des faibles volumes, mais ça pourrait même être plus compliqué si vous avez beaucoup de biens. Et le résultat qu'on a déterminé dans cette 2031, on va le reporter cette fois dans votre déclaration de revenus 2042 aussi, dans une case qui n'est pas la même que celle du dessus. Voilà, mais on a une déclaration de plus. On verra dans le prochain webinaire dont je vous mettrai le lien que le logiciel macompta.fr vous permet de tenir les deux types de comptabilité et donc de répondre aux obligations en cas de contrôle. Voilà. Comme je vous l'ai dit, on va faire un focus important sur les amortissements. Donc là, on parle des amortissements. Je vais déjà vous en faire une définition de l'amortissement. C'est le mécanisme qui consiste à répartir la valeur d'achat d'un bien, quel que soit le bien, à partir du moment où il fait plus de 600 euros TTC, de le répartir sur plusieurs années et qui permet de prendre en compte la perte de valeur du bien dans le temps. Et donc cet amortissement, c'est une charge qui est déductible du résultat imposable, et c'est l'avantage d'être en régime réel versus le régime micro-BIC, c'est qu'on peut déduire cet amortissement, et donc baisser, voire annuler complètement le montant qu'on va déclarer pour payer ses impôts. Je vous prends un exemple rapidement, un bien que j'aurais acheté 1500 euros et dont j'estime une espérance de vie de 10 ans, et ben, je générerais un amortissement de 150 euros par an pendant 10 ans. Et donc, pendant 10 ans, j'aurai 150 euros qui seront déduits de mon résultat et 150 euros sur lesquels je ne paierai pas d'impôt. Pareil, hein, ça, le logiciel macompta.fr gère les amortissements. Je vous ferai un cas pratique dans le prochain webinaire. Donc, on est d'accord, ça concerne que le régime réel, puisque en régime micro, les amortissements sont réputés inclus dans l'abattement forfaitaire. Les abattements que je vous ai donnés sur la slide précédente, de 50 ou de 30%, incluent les amortissements. On ne peut pas les gérer en plus et les déduire en plus. Et les amortissements, ça fait partie des petits points difficiles à gérer. Quelles sont les durées à retenir? Premièrement, quand on achète une maison, on achète un immeuble, pardon, d'une façon générale, ça peut être une maison, ça peut être un appartement, ça peut être... voilà. Quand on achète un immeuble, on achète un petit bout de terrain, si on est en copropriété, et un appartement ou un terrain et la maison quand on est en maison. Et le terrain, par définition comptable et fiscale, il est non amortissable, puisque le terrain, il ne perd pas de valeur avec le temps. Vous achetez votre terrain non construit aujourd'hui pour 50 000 euros. Dans 10 ans, vous espérez que ce terrain reste au moins à la même valeur, que vous l'ayez construit ou pas. Si vous l'avez construit, ben c'est la maison que vous revendrez, ça aura pris de la valeur. Si vous ne l'avez pas construit, vous espérez que ce terrain ne perde pas de valeur. Donc sur cette part de terrain, on n'a pas d'amortissement et on ne peut pas venir déduire un prix d'achat du terrain chaque année. Si vous avez construit une maison que vous mettez après en location meublée, c'est facile. Vous achetez le terrain chez le notaire, vous connaissez la valeur, vous faites construire la maison, vous connaissez la valeur de la maison, donc le terrain, vous l'amortissez pas. La construction, vous pouvez l'amortir. Si vous achetez un immeuble ou une maison déjà construite, ben c'est plus compliqué parce que vous devez déterminer, vous, la valeur du terrain. Dans l'acte du notaire, vous n'aurez pas, je vais prendre un exemple, 300 000 de prix d'achat
100 000 pour le terrain, 200 000 pour la construction. C'est vous qui allez devoir faire cet élément. Et les règles fiscales disent qu'on va déterminer la valeur du terrain prioritairement par la méthode de comparaison. Si vous achetez un terrain, je vais dire dans une zone, un village, avec une maison, pardon, dans un village pour 300 000 euros, vous allez devoir regarder dans le même village les terrains similaires qui se sont vendus récemment et dire, bah voilà, mon terrain par rapport à ce qui s'est vendu, c'est ça la comparaison, dans les 24 derniers mois, il vaut 100 000 euros. Et une fois que j'ai déterminé que mon terrain, par comparaison, valait 100 000 euros, eh ben, je sais que ma maison, elle vaut la construction, la différence, 200 000 euros pour arriver à mon total de 300. Si je n'ai pas de comparaison, eh ben, je vais utiliser une méthode alternative qu'on appelle le coût de reconstruction. J'achète une maison 300 000. Si je dois reconstruire la même maison aujourd'hui, bon courage pour déterminer ce coût-là, parce que vous n'allez pas avoir un constructeur de maison individuelle qui va vous faire un devis si dans une maison déjà construite, mais vous pouvez essayer de trouver des modes de comparaison. Eh ben, si ma maison à reconstruire vaut 200 000, je vais retenir cette maison, cette base comme étant la base de la maison et la base amortissable, et par différence, donc 100 000 euros, puisque j'ai gardé les mêmes chiffres, j'aurai la valeur du terrain non amortissable. Il y a une troisième méthode dont je vous parle pas, parce que vous pourrez pas la mettre en œuvre, il y a que l'administration fiscale qui peut la mettre en œuvre, c'est de regarder ce qu'ont fait les autres contribuables en même temps que vous, mais vous n'avez pas accès aux déclarations des autres contribuables. Donc on a parlé du terrain non amortissable, on a déterminé qu'on pouvait déterminer la valeur du bâtiment hors terrain, et pour amortir ce bâtiment, la règle, c'est la règle de la décomposition. Si vous voulez appliquer les règles à la lettre, vous devez déterminer quelle est la part du gros œuvre, donc les murs, quelle est la part de la toiture, quelle est la part de l'équipement intérieur, électrique, plomberie, et quelle est la part de la finition, peinture et chauffage, par exemple, et appliquer des durées d'amortissement à ces différents biens. Une autre solution, et je vous l'ai mis à titre pratique, c'est-à-dire qu'une solution sur laquelle on ne viendra pas vous embêter, on a eu un jugement récent de la Cour administrative d'appel de Paris, du mois d'octobre 2025, pardon, qui a donné tort à un contribuable qui avait retenu une durée de 8 ans en disant mes 300 000 euros divisé par 8, eh ben, ça me donne un amortissement que je comptabilise et que j'ai déduit. Donc la Cour administrative d'appel de Paris a donné tort au contribuable et donc a donné raison à l'administration fiscale qui a redressé le contribuable en appliquant une durée de 40 ans. Donc si on se base sur ce jugement-là, on pourrait dire que bah, si on applique 40 ans, l'administration fiscale ne viendra pas nous embêter. C'est pas forcément la règle de la décomposition, c'est pour ça que je vous le donne à titre pratique. Mais si vous êtes raisonnable dans ce que vous faites, l'administration fiscale ne viendra pas vous embêter. Dans ce cadre-là, pour anecdote, le contribuable n'avait pas non plus déterminé de valeur de terrain. Donc il avait tout faux et l'administration fiscale lui est tombée dessus et l'a redressé à raison, puisque quand on fait quelque chose, il faut qu'on le fasse en respectant les règles. Et il faut être logique aussi. Et pour les travaux et les meubles, c'est plus facile que pour le bâtiment. Déjà, les travaux et les meubles, vous avez des factures, donc vous connaissez le montant exactement de ce que vous avez payé, et il faut retenir une durée proche de l'échéance de renouvellement. Vous mettez dans votre appartement que vous louez un meublé, un lave-linge, vous vous dites le lave-linge, il a une durée de vie de 7 ans. Je prends le prix d'achat du lave-linge, je le divise par 7 et je mets en amortissement un septième tous les ans. Si jamais c'est 6 ou c'est 8, on ne viendra pas vous embêter non plus dessus. Voilà. Petite précision, et je ferai un cas pratique parce que comme ça c'est une notion qui est compliquée, je ferai un cas pratique dans notre prochain webinaire. Si l'activité est non professionnelle, les amortissements ne peuvent pas créer un déficit fiscal qui serait déductible des autres revenus. Alors que si l'activité est professionnelle, on peut. Il y a un mécanisme qui relève de l'article 39C du Code général des impôts qui ne permet pas de générer un déficit fiscal en location non professionnelle pour venir payer moins d'impôts sur ses salaires, par exemple. Je vous ferai un cas pratique promis la prochaine fois. Un petit focus sur les cotisations sociales. Quand on est non professionnel, loueur meublé non professionnel, on est assujetti aux prélèvements sociaux, les fameux 17,2% dont je vous ai parlé, et on n'a pas d'inscription à l'URSSAF. Quand on est loueur meublé professionnel ou loueur saisonnier supérieur à 23 000 euros de recettes, on cotise au régime des travailleurs indépendants. Donc on a une inscription à l'URSSAF et on paye des cotisations
et avec des cotisations minimum. Ça a un avantage, c'est que ça permet de générer des droits en termes de protection sociale et notamment des droits à la retraite. Vous avez des fois des stratégies de quelqu'un à qui il manque 2-3 ans de cotisation de retraite et qui, pour une raison X ou Y, n'a plus son activité professionnelle, de continuer à générer des trimestres en attendant de pouvoir prendre sa retraite et donc d'avoir moins de décote au moment où il prend sa retraite. Donc on peut chercher à se mettre en professionnel et vouloir cotiser à la retraite. Une petite particularité pour les chambres d'hôtes, on est inscrit à l'URSSAF et donc on cotise avec les travailleurs indépendants si le revenu est supérieur à 6 123 euros. Sinon, en 2025, c'est un barème qui dépend qui est réévalué chaque année. Sinon, on dépend des prélèvements sociaux. Un des éléments importants et qui a aussi bougé à partir de mi-février 2025, c'est l'imposition des plus-values. En loueur meublé pour non professionnel, on relève du régime des plus-values des particuliers. Et donc, c'est la même chose que pour une location d'un appartement qui serait nu, qui lui n'a pas le même régime fiscal que les LMNP, parce que c'est des revenus fonciers, mais il a un régime identique en 2024 et maintenant similaire en 2025, avec un abattement progressif à partir du montant de la plus-value à partir de la 6e année et une exonération totale au bout de 30 ans. Je vous expliquerai dans la slide d'après ce qui a changé pour le LMNP. Le loueur meublé professionnel longue durée, lui, relève du régime des plus-values des professionnels, et on a une exonération de la plus-value après 5 ans de détention, une exonération qui est totale si les recettes sont inférieures à 90 000 euros, et partielle si les recettes sont inférieures à 126 000 euros. Si jamais les recettes étaient supérieures à 126 000 euros, on a une exonération progressive de la 6e et puis totale à partir de la 15e année. Et cette exonération, dans ce cadre-là, elle ne concerne pas les prélèvements sociaux. Et par contre, en loueur meublé, on a toujours des cotisations sociales sur la plus-value court terme. Le loueur meublé professionnel de tourisme ou de chambre d'hôte, c'est le même régime que celui du dessus, mais des seuils qui sont différents et beaucoup plus élevés. Donc, on est quasiment tout le temps sur la première partie d'exonération après 5 ans de détention, puisque les seuils sont respectivement 250 000 au lieu de 90 000 et 350 000 au lieu de 126 000. Quelles sont les modifications qu'on a eues en 2025? Petit rappel, la plus-value au moment de la vente, c'est le prix de vente moins le prix d'achat. Donc, je vends 400 000, quelque chose que j'ai acheté 300 000, et ben ma plus-value, c'est 100 000, 400 moins 300. Ça, c'est le calcul de la plus-value. Et c'est le prix d'achat qu'on retient qui a changé à partir de 16 février 2025, pour les sessions après le 16 février 2025. Le prix d'achat avant, c'était la valeur d'origine, donc la valeur d'achat du bien, qu'on venait après un petit peu majorer pour tenir compte des frais de notaire et éventuellement des travaux, mais c'était la valeur d'origine du bien. Maintenant, c'est la valeur d'origine moins les amortissements qu'on a déduits. Donc le législateur, dans ce qu'il a fait entre fin 2024 et début 2025, il a fait deux choses dont l'objectif principal était de redonner dans certains quartiers des logements pour des résidents et diminuer la part de logements de tourisme. Donc il a mis des contraintes complémentaires au niveau, on va dire, droit civil, donc ce que je vous disais, les copropriétés, les quotas des maires, pour remettre des quartiers avec de la vie résidentielle dedans. Et fiscalement, il s'est dit en même temps, pour décourager un petit peu ce système-là, et peut-être augmenter les recettes de l'État, savoir quelle était sa principale motivation, il a pris une mesure qui dit que quand on a déduit des amortissements dans le régime réel, eh ben, il convient d'en tenir compte. Donc avant ma plus-value, je reprends mon exemple, 300 000 de prix d'achat, 400 000 de prix de vente, j'avais 100 000 de plus-value. Maintenant, je vais prendre 300 000 de prix d'achat, mais peut-être que je le loue depuis 10 ans et que j'ai amorti pour 50 000 euros. Donc, mon prix d'achat que je vais retenir pour calculer ma plus-value, ce sera 300 moins 50, 250. Et donc, mathématiquement, ma plus-value, elle va passer de 100 à 150 000, 150 000 étant les 400 000 de prix de vente, moins le prix d'achat retraité des amortissements, les 250. Et si ma plus-value augmente, le montant de ma plus-value augmente, ben forcément, le montant de mes impôts va augmenter. Donc on a une augmentation importante de la base imposable,
Mais on a toujours les abattements pour durée de détention qui s'appliquent pour la partie loueur meublé non professionnel avec une exonération totale à partir de la 30e année. La difficulté, c'est de se positionner aujourd'hui en se disant, si j'investis aujourd'hui, est-ce que j'aurai toujours un abattement dans 30 ans? Vous imaginez bien que je n'ai pas la réponse et que personne ne l'a, personne ne connaît la fiscalité qui s'appliquera dans 30 ans. Mais des fois, on dit, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. C'est peut-être plus intéressant quand même de continuer à déduire des amortissements pour payer moins d'impôts tout de suite et on verra bien si on a une plus-value quand on la revend et à quel taux on sera taxé. C'est aussi plus facile de payer des impôts quand on encaisse le prix de vente. Donc là, ça concerne les loueurs meublés non professionnels au régime réel, avec un petit flou sur le régime micro-BIC, les spécialistes ne sont pas tout à fait d'accord avec eux, mais la notice, pour le moment, dit que ça ne les concerne pas, la notice de l'administration fiscale, donc on va dire que ça ne les concerne pas. C'est les loueurs meublés hors résidence de service qui ont dû faire un petit peu de lobbying, donc les résidences étudiantes et résidences seniors ne sont pas concernées par ce mécanisme. Et c'est le notaire qui est chargé de la déclaration de la plus-value et de son paiement au moment de la cession. Donc c'est le notaire qui va vous poser des questions. Quel est le montant des amortissements que vous avez déduits tout au long de la période de location? Petit focus sur la facturation électronique dont vous avez dû entendre parler, avec une question qui est simple. Le loueur meublé est-il concerné par la facturation électronique? Une réponse qui est tout aussi simple, c'est oui. Je vous invite à notre prochain webinaire de mardi prochain où on fait tout un focus plus large que le loueur meublé sur la facture électronique. Quentin va vous mettre le petit lien que j'ai mis là où vous avez une fiche qui a été faite par, vous voyez, c'est le site c'est impôt.gouv, une fiche sur les loueurs meublés qui vous dit qu'effectivement on est concerné en tant que loueur meublé par la facture électronique en réception, donc on devra recevoir des factures de manière électronique si on dispose d'un numéro sirène, ce qui est dans la pratique pas le cas de tout le monde, mais normalement le cas d'un grand nombre de personnes. Voilà. On est concerné en émission si on travaille avec des professionnels assujettis à la TVA. Ça, c'est plus rare, mais on est concerné en termes de réception. Voilà, comme je vous l'ai dit, le webinaire était déjà un petit peu dense, donc j'ai pas voulu rajouter aujourd'hui la partie pratique dans le logiciel maconta.fr. Et on vous propose un deuxième webinaire qu'on a mis pour le jeudi 4 décembre à 11h30. Vous avez aussi le lien d'inscription et les invitations partiront. Quentin va vous mettre le lien d'inscription dans les questions-réponses. Au cours de ce webinaire, du coup, on parlera du paramétrage du logiciel, des plans comptables qu'on peut utiliser, de comment on saisit les opérations. Je vous l'avais dit, on regardera les immobilisations et je vous montrerai comment on fait une déclaration à la fin de l'année, la fameuse déclaration 2031, dans laquelle j'aborderai aussi le cas pratique de l'amortissement qui ne peut pas générer de déficit. Voilà, c'est le moment où on passe aux questions-réponses. Je te redonne la parole, Quentin, pour que tu me donnes les Ça, questions-réponses. ça marche. Merci Sylvain en tout cas pour ta présentation. Avant de lancer les questions-réponses, une petite précision sur l'intégration des pensions de retraite pour la comparaison entre les revenus de la location et vos revenus d'activité. J'ai eu le temps pendant la présentation de vérifier. C'est vrai que ce n'était pas précisé dans le PowerPoint, mais les pensions de retraite sont bien prises en compte dans les revenus d'activité. Je sais qu'on a un spectateur du webinaire qui a répondu à ces questions également en direct dans l'onglet questions-réponses. Du coup, merci à lui pour ces précisions et c'est bien validé. J'ai eu le temps de me renseigner pendant la présentation. Il y a une question. Un meublé touristique en LMNP inférieur à 23 000 € de revenus et déficitaire du fait des amortissements doit-il payer des prélèvements sociaux? Je ne sais pas si tu as la réponse. Alors,
Les prélèvements sociaux se calculent sur la base imposable. Donc, vous avez dit déficitaire, je rectifie juste, LMNP, on peut pas être déficitaire compte tenu de la règle de plafonnement des... Alors, si on peut être déficitaire, j'ai dit une bêtise, pardon. Souvent, on n'est pas déficitaire, on est à zéro compte tenu de la règle des plafonnements, mais on pourrait avoir beaucoup de charges hors des amortissements et donc être déficitaire. Je rectifie ce que je viens de dire. Donc, les prélèvements sociaux sont calculés sur la base imposable. Si on a un résultat de zéro ou un résultat déficitaire, on n'a pas de prélèvements sociaux. Donc, on parle des 17,2% de cotisation puisqu'on était dans le cadre du LMNP. D'accord. Euh, Tac. Attends, excuse-moi, j'avais une question. Quelle base d'amortissement retenir et quelle durée s'il s'agit d'un bien acquis voici plusieurs années et sur lequel on commence une activité de LMP ou LMNP pour plusieurs années après l'acquisition? Je l'ai pas dit clairement parce que j'ai dit beaucoup de choses. C'est les deux points, hein, c'est l'amortissement et la fiscalité lors de la cession qui sont les deux points difficiles du LMNP ou du loueur meublé d'une manière générale. Euh, Après, le reste, le tenu de la comptabilité et la déclaration annuelle, si on s'y attelle un petit peu, c'est pas trop compliqué. Mais il faut qu'on parte sur de bonnes bases pour pouvoir faire ça. Donc, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous avez des professionnels qui peuvent vous accompagner aussi là-dessus, que ce soit des experts comptables qui peuvent vous faites votre compta toute l'année et puis vous faire la déclaration après, ou que ce soit des organismes, ex-organismes de gestion agréés, des organismes de gestion agréés qui peuvent contrôler votre déclaration et donc vous sécuriser sur cette partie-là. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas parce que moi, j'ai fait une présentation générale. Il y a quand même énormément de cas particuliers qui peuvent intervenir dessus. Et moi, j'ai forcément, compte tenu du nombre de personnes qu'on a, été généraliste. Pour la question, donc j'ai mon bien, je l'ai acquis, je commence quelques années après mon activité de loueur meublé. On est d'accord, on commence l'activité de loueur meublé, hein. On passe pas du régime BIC micro au régime réel. On commence l'activité de meublé. On peut prendre la valeur du bien au jour du début de l'activité. Alors après, il faut l'estimer, mais ça, c'est des agences immobilières qui peuvent vous le faire, puisqu'effectivement, ce que vous avez acheté 10 il y a 15 ans, bah, ça vaut un petit peu plus. Donc, on peut partir sur la valeur du bien au jour où vous commencez l'activité. Très clair, merci. Également, une question, si une recette de loyer est impayée, quel est son impact sur les recettes LMNP à déclarer et sur les résultats comptables? En gros, est-ce qu'on doit prendre en compte une recette de loyer impayée dans le résultat du LMNP ou on ne prend que les recettes réellement encaissées? Alors, en micro BIC, on prend les recettes encaissées. On est dans une comptabilité qu'on appelle de trésorerie. En régime réel, on est en comptabilité BIC, on doit prendre tous les encaissements, enfin, pardon, excusez-moi, toutes les recettes se rattachant à la période de l'année civile, encaissées ou non encaissées. Alors après, il y a presque deux questions dans ce que tu poses. C'est euh, je suis fin décembre, je loue mon appartement la semaine à cheval entre Noël et le jour de l'an, mais je suis payé en 2026. Ça, c'est logiquement tout ce qui concerne 2025. Je dois le mettre sur l'année 2025, même si le paiement a eu lieu en 2026. Et après, il y a la deuxième question, c'est j'ai loué mon appartement en février 2025 et j'ai jamais réussi à me faire payer. Normalement, ça arrive assez peu parce qu'on est quand même payé avant le début de la location dans les activités saisonnières, mais j'ai jamais réussi à me faire payer par le locataire. Et auquel cas, bah là, la créance, si on a fait tout ce qu'il faut pour la chercher à la recouvrer et qu'on a poursuivi le locataire, elle est irrécouvrable. Et donc, on va à la fois constater le produit, mais constater une charge qui dit que la créance est irrécouvrable, et donc ça n'aura pas d'impact sur le résultat. Si par contre vous n'avez pas fait tout ce qu'il faut pour encaisser votre créance, là on est sur des règles de société commerciale, hein. Si vous émettez une facture et que vous êtes dilettante et que vous n'allez pas chercher l'argent, l'administration fiscale va vous dire c'est gentil, mais vous n'avez pas fait votre boulot, vous encaissez pas, c'est votre problème. Moi je veux les impôts dessus. Donc il faut prouver qu'on a bien tout fait pour encaisser. Ok, d'où les lettres de relance et compagnie que tu peux avoir sur des logiciels en automatisé. Je veux louer en LMNP un appartement que je possède depuis 10 ans. Est-ce que je peux l'amortir et à quelle
date? Et à partir de quelle date, pardon? Du coup, c'est la Oui, même ça question rejoint. que tout à l'heure, hein. C'est si vous le mettez en location meublée, vous pouvez regarder la valeur au jour où vous commencez la location meublée. Très bien. Pour les participants à ce webinaire qui sont peut-être en période d'essai chez nous, qui se posent des questions, je tenais juste à vous dire de ne pas hésiter à créer un compte d'essai pour tester un petit peu la comptabilité de votre location meublée. On a une équipe commerciale qui va rentrer en contact avec vous le jour ou le lendemain de votre inscription. Vous pouvez nous contacter, prendre rendez-vous avec nous si vous avez des questions. Vous avez une assistance technique à disposition. N'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous. On a fait le tour des principales questions. Après, j'ai peur que ce soit très technique. Dans ces cas-là, il y a pas mal de questions sur les LMNP, SCI, ou j'étais en SARL, je passe en LMNP, etc. N'hésitez pas à nous contacter directement sur l'adresse commerciale @maconta.fr. On pourra transmettre votre question à notre équipe technique et vous apporter une réponse. Mais je suis pas sûr que là tout de suite on ait quelque chose à 100% sûr en termes de réponse. Je vous ai Ouais, mis également, comme pardon, je te le disais, ouais, Quentin, ouais, comme je disais, Quentin, c'est vraiment un domaine où on est sur des points qui peuvent être assez complexes. Donc, pas hésiter, au moins pour le départ, si vous avez des doutes, à vous faire accompagner sur cette partie-là par un expert comptable ou par un OGA. ouais, C'est aussi. tout à fait compatible avec l'utilisation aussi de notre logiciel, hein. Il y a un accès, on peut donner l'accès à l'expert comptable au logiciel pour qu'il finalise ce que vous avez commencé. Il va vous rassurer aussi sur cette partie-là. Forcément, après, c'est un professionnel qui travaille, hein, donc on est d'accord, il n'est pas bénévole. Mais voilà, ça partez sur de bons rails, c'est comme ça. Et c'est le problème de cette fiscalité-là, c'est que c'est souvent, on a l'impression d'être toujours bon, mais en fait, c'est au moment où on a une session ou quelque chose comme ça que peuvent surgir les problèmes. Ça marche. Également, je vous ai mis dans l'onglet conversation les liens vers nos deux prochains webinaires. Un webinaire sur la facturation électronique. Êtes-vous concerné par la réforme? Deux, trois personnes ont posé des questions sur la facturation électronique. C'est peut-être un bon moyen d'avoir un petit peu une vue d'ensemble. Pour information, Maconta, on est plateforme agréée en cours de validation des tests. On va proposer la facturation électronique, bien évidemment, dans nos logiciels. Et on a mis en place une série de webinaires concernant la facturation électronique, toujours présentée évidemment par Sylvain Badina, pour justement parcourir un peu vos questions, vous rassurer sur le sujet et vous montrer comment nous on l'intègre sans que ça révolutionne votre activité et votre quotidien sur nos outils et sur votre facturation ou votre comptabilité. Et également le lien dont parlait Sylvain en fin de webinaire sur la comptabilité du loueur meublé, où là Sylvain va rentrer un petit peu plus en détail sur comment gérer votre comptabilité en LMNP ou LMP directement sur nos outils. À la fin du webinaire, vous allez recevoir une enquête de satisfaction. Ceux qui ont l'habitude d'assister à nos webinaires, vous savez que je suis toujours assez insistant sur le sujet. C'est très important pour nous, pour savoir comment nous améliorer, quel sujet aborder sur le prochain webinaire LMNP, voir comment répondre au mieux à vos besoins. C'est jamais simple quand on le prépare nous en interne en essayant d'imaginer ce dont vous auriez besoin. Du coup, c'est le moment de vous exprimer sur la qualité du webinaire, les sujets abordés, ce que vous auriez aimé voir abordé, etc. Sylvain, je te laisse faire ta conclusion et je vous dis à tous à bientôt lors de notre prochain webinaire. Et encore merci d'avoir répondu présent en étant aussi nombreux. Merci Quentin. En termes de conclusion, je vais vous dire que voilà, l'objectif, c'était pas de vous faire peur, mais de vous sensibiliser quand même à ce qui existe. C'est un sujet, comme je vous l'ai dit, qui mérite de partir sur de bons rails. Donc, mais vous avez toutes les cartes en main pour bien le traiter. Et je vous donne du coup rendez-vous le 4 décembre pour la partie pratique de la comptabilité du loueur meublé. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et un très bon appétit. Merci de votre attention.